Alors, je disais, imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous dans 10 ans, vous en tant que DSI ou en tant que CEO d'une entreprise, imaginez votre entreprise que grâce à l'IA ou avec l'IA, c'est une intelligence artificielle qui va mener vos réunions, qui va installer vos stratégies, qui va organiser vos conseils d'administration, elle va décider des priorités, elle va réorganiser vos équipes, elle va fixer vos objectifs pour les mois à venir. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à l'observer. Qu'est-ce qui vous rassure dans cette vision et qu'est-ce qui vous effraie dans cette vision? Aujourd'hui, la technologie, elle a toujours été notre serviteur. Mais à partir de quel moment elle cesse d'obéir pour commencer à décider à notre place? Sommes-nous prêts à laisser aujourd'hui l'intelligence artificielle et les machines nous gouverner ou faire des choses à notre place, non seulement dans nos tâches du quotidien, mais également faire des choix à notre place? Voilà ce que je voulais dire en préambule de ce moment fort intéressant pour lequel j'ai le plaisir d'annoncer à me rejoindre ici sur scène une personne exceptionnelle. Aujourd'hui, vous savez, la digitalisation s'accélère. Le rôle des décideurs informatiques en Afrique devient crucial. Votre rôle est crucial. Vous êtes les architectes de ces transformations et il vous faut des données claires pour vous orienter et il vous faut également des données pour vous aider par rapport à vos actions du quotidien, mais également vos stratégies. C'est ce que nous apporte la 4e édition du baromètre de maturité digitale en Afrique de Nour Bouaklin et Semik Chao. C'est un outil essentiel pour évaluer nos avancées, pour guider nos choix futurs. En lançant cette 4e édition aujourd'hui, nous avons non seulement un aperçu détaillé des progrès accomplis, mais aussi une vision des efforts qui restent à mener. Ce baromètre est plus qu'un rapport, ce baromètre est un instrument qui soutient les stratégies digitales et aide les leaders africains que vous êtes à piloter cette transition avec succès. C'est avec un immense plaisir et un honneur que je lance le moment de présentation de ce baromètre qui est en fait un miroir, qui est notre boussole, qui va nous rappeler le chemin parcouru ces dernières années, mais également qui va nous montrer le chemin que nous essayons de construire ensemble. Permettez-moi d'introduire l'une des architectes derrière ce baromètre de maturité digitale en Afrique. Elle est une figure incontournable dans le domaine de la transformation digitale en Afrique. Elle est experte visionnaire de la transformation digitale. Elle croit fermement au potentiel de l'Afrique pour s'affirmer sur la scène numérique mondiale. Son travail aujourd'hui, celui de Semik Chao, que j'aurai le plaisir d'avoir tout à l'heure pour les questions-réponses, leur travail nous offre des repères précieux et des perspectives stratégiques pour orienter les décideurs dans leurs choix technologiques. Mesdames et messieurs, je vous laisse entre des excellentes mains de Madame Nour Bouaklin, qui non seulement présente le baromètre, mais elle sera votre maître de cérémonie et modératrice pour la journée de demain. Nour, on peut l'applaudir. The floor is yours. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour parler en effet d'une thématique très importante, à savoir la transformation digitale. La révolution digitale est en marche dans le monde et pour le continent africain, cela consiste réellement en une opportunité que nous avons tout intérêt réellement, il faudrait en profiter. Néanmoins, derrière ce thème qui peut sembler un peu tendance, tout le monde en parle, eh bien, il y a de véritables chamboulements dans l'entreprise. Il ne s'agit pas uniquement d'équiper l'entreprise, mais comme l'a si bien dit Badreddine tout à l'heure en évoquant l'assurance AMI, cela a pris 2 ans et demi. En effet, parce que cela exige davantage qu'un simple équipement et cela impacte aussi bien l'organisation, les infrastructures que, évidemment, le capital humain. Dans sa 4e édition, le baromètre s'intéresse encore une fois à la maturité digitale qui est essentielle, indispensable pour pouvoir faire de cette transformation digitale un véritable potentiel pour notre continent.
On va commencer tout de suite. On va présenter tout d'abord les résultats du baromètre dans sa 4e édition, avant d'enchaîner sur la partie la plus importante, qui est évidemment les challenges, les défis et évidemment les recommandations que nous pourrions faire suite au baromètre. Alors, évidemment, et cela me rassure, sans surprise, nous considérons évidemment que la transformation digitale est une véritable opportunité. Donc la perception est positive, puisque plus de 80% voient réellement dans cette transformation une opportunité et que cela aurait un réel impact sur l'entreprise africaine. On remarque néanmoins que 26% estiment encore que l'impact pourrait être modéré. Voilà, alors vous aurez à la fin de cette présentation un QR code que vous pourrez scanner pour avoir tous les résultats de l'étude réalisée par Sisemi Xiao. Les motivations d'adoption. Eh bien, pourquoi finalement il est capital réellement de vivre cette transformation? La première réponse qui a été donnée a été la performance opérationnelle. Pour les répondants, la transformation digitale est une réelle réponse pour améliorer la performance opérationnelle. C'est intéressant également puisque plus de 60% estiment qu'il y a une réduction des coûts, alors que pendant de longues années, on avait un frein qui était le coût de la transformation digitale. On voyait dans la transformation digitale davantage un poste de coût que réellement un investissement. Et enfin, évidemment, l'expansion de marché, puisque notre client change et il est temps que l'entreprise s'adapte pour ne pas rater la transformation de son client. Pareil, donc vous aurez évidemment tous les résultats à la fin de cette présentation. Le leadership. Alors, la question a été posée, à votre avis, finalement, le leadership. La question de leadership est très importante en matière de transformation digitale. Et la majorité ont répondu qu'il est essentiel d'avoir le support de la direction générale. Moi, j'aime les appeler les sponsors de la transformation digitale. Sans la direction générale, cela va être difficile, plus difficile pour la DSI de pouvoir mener réellement cette transformation. Pour 28%, ce qui n'est pas un taux très élevé, eh bien, le leadership devrait être au niveau, par exemple, des CDO ou pourquoi pas le marketing, si la question de la transformation l'importe. Et enfin, plus de la moitié, ce qui est très intéressant, estiment qu'ils ont une stratégie qui est formelle. La stratégie est mise en place et donc on ne se lève pas le matin en se disant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tout est élaboré. On s'intéresse aux technologies. On s'intéresse aux technologies. Et aujourd'hui, la présence en ligne via un site internet est évidemment majoritaire. La plupart des répondants ont un site internet. Également, 75% ont investi dans le cloud ou la mobilité. Et on voit bien que, un peu moins de la moitié commence à réfléchir à des questions liées à la business intelligence. L'intégration des techs avancées, on parlait tout à l'heure avec Badreddine d'IA, 40% estiment qu'aujourd'hui, dans les entreprises africaines, nous avons déjà intégré l'IA et le Big Data pour 60%. Je vais passer assez rapidement afin de vous donner plus le temps d'analyser et de voir ensemble les recommandations et évidemment d'avoir vos questions. Sisemi sera à mes côtés pour pouvoir y répondre. Le marketing digital. Aujourd'hui, vous savez, on a pendant de longues années estimé que la transformation digitale, c'était l'affaire de la DSI.
Puis après, rapidement, le marketing étant la porte du client, la voix du client, s'est rapidement rendu compte que le client avait changé, qu'il voulait faire des courses différemment, qu'il avait besoin d'un service client qui soit rapide. Et donc, aujourd'hui, dans quasiment la moitié des entreprises africaines qui ont répondu, l'entreprise a mis en place ce qu'on appelle du marketing digital, à savoir qu'elle ait un site internet, qu'elle soit présente sur les réseaux sociaux. Néanmoins, 14,6 ne sont pas certains s'il y a réellement une stratégie. Ou bien c'est plus un effet de mode, par exemple, et donc le concurrent a un site internet, ma foi, pourquoi ne pas avoir un site internet? On ne sait pas si c'est forcément stratégique tout ce qu'on est en train de faire. Pour la e-réputation qui est très importante aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux très présents sur notre continent, beaucoup d'utilisateurs, eh bien la réputation dans la vraie vie se joue en ligne. Donc, est-ce que les entreprises sont en train de surveiller? Alors, presque 70% estiment qu'on surveille. Néanmoins, est-ce que c'est une surveillance humaine ou via logiciel et donc, évidemment, une IA qui pourrait détecter? Nous laissons la question en suspens. Pour 30%, il n'y a pas de surveillance et évidemment un risque très élevé sur la réputation. La sécurité informatique. En effet, quand on parle de technologie, d'IA, le sujet de la sécurité, on ne peut pas passer à côté. Ça aurait été d'ailleurs, normalement, on aurait dû le mettre au niveau du premier slide. Et en matière d'incidents de sécurité et d'informatique, presque 70% estiment qu'ils n'ont pas eu d'incident. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas eu d'incident ou les incidents n'ont pas été détectés? Le chiffre est intéressant, à nous par la suite réellement d'interpréter. Deuxièmement, et ce qui me semble assez intéressant à voir, c'est que 6% ne savent pas, ne sont pas certains de la situation. Qu'est-ce qu'on a mis comme mesure pour sécuriser nos infrastructures? Eh bien, pour 75%, ils ont recours à des plans de continuité ou bien à des sites de secours. 75%. 55% ont déjà mis en place une gestion d'incidents et de protection des terminaux. Ce qui me semble peut-être, je dis ça comme ça, je divague, relativement faible par rapport aux risques réels et surtout au côté danger et tout ce que cela peut coûter à l'entreprise. En matière d'audit de sécurité, uniquement 70% des entreprises font des audits annuels. Alors, sommes-nous sensibles aux risques liés à la sécurité? Parce que dans l'entreprise, une petite faille n'arrive pas uniquement de la DSI, on le sait. Souvent, la DSI, elle est sensible. Mais ce sont tous les collaborateurs qui risquent réellement de causer un incident. Eh bien, plus de 2/3 des effectifs, 2/3, pour 30,6% des entreprises qui ont répondu, ont sensibilisé leurs collaborateurs au risque. Ça veut dire que les autres ne sont pas sensibles au risque. Et alors, je mets une clé USB, et alors je fais ceci. Quel est le risque? Donc, c'est intéressant de voir ce chiffre pour se rendre compte peut-être des failles et là où est-ce qu'on devrait peut-être travailler. 25% des entreprises qui ont répondu sensibilisent 1/5 de leurs collaborateurs. Imaginez dans une entreprise, 1/5 uniquement réalise le risque qu'on encourt et ne voit donc aucun danger à utiliser leur matériel sans respecter les procédures, à utiliser une clé USB qui n'a pas été vérifiée et tout ce que cela peut engendrer. On passe
à l'intelligence artificielle, c'est le thème de cette édition pour notre anniversaire, pour nos 10 ans, eh bien, près de la moitié, presque, estime que l'IA pourrait avoir un impact sur les métiers. Alors, qui dit un impact, dit évidemment changement de métier, de compétences. Très important de le souligner. Par la suite, sûrement dans les recommandations, on va parler de la gestion des ressources humaines. Transformation profonde. Un peu moins de 20% estiment qu'il y a des changements radicaux qui nous attendent. Juste pour rappeler une étude qui vient d'être faite et publiée par le FMI, qui considère qu'entre 40 et 60% de tous les métiers vont être impactés par l'IA dans les années prochaines. C'est pour vous dire aujourd'hui que c'est une réalité. Enfin, 14% estiment que l'IA ne va pas forcément énormément changer leur métier, leur quotidien. Alors, quelle est notre attitude vis-à-vis de l'IA? Est-ce qu'on devrait en avoir peur? Est-ce qu'on devrait bloquer? Ou bien, au contraire, se réjouir qu'aujourd'hui, l'IA débarque dans l'entreprise? La perception est optimiste, elle est optimiste. Néanmoins, et cela me rassure, il y a des préoccupations éthiques, évidemment, liées évidemment à la confidentialité de la donnée, à la protection de nos données personnelles, et la question doit être soulevée. Enfin, la question a été posée sur l'utilisation de l'IA. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Bedreddine par rapport au potentiel de l'IA. Eh bien, pour 75%, l'IA va nous permettre, nous faciliter l'automatisation des tâches. Pour 60%, le potentiel de l'IA réside dans le machine learning. Et enfin, 45% estiment que cela pourrait être une aide considérable pour l'analyse prédictive, comme on avait vu pour le cas des clients à risque, ça veut dire anticiper pour pouvoir par la suite prendre des décisions. Vous aurez évidemment tous les schémas. L'avenir de votre métier. Là, je vous parle directement. Alors, quelles seront les responsabilités du DSI de demain, ou peut-être d'aujourd'hui d'ailleurs? Eh bien, la première responsabilité qui est ressortie a été celle du leadership stratégique. Le DSI doit devenir ce leader, cette locomotive. C'est important pour les répondants. Pour 68% des répondants, il va davantage s'orienter vers de l'optimisation opérationnelle. 75% des répondants estiment que son métier va se concentrer sur la gestion des risques et la sécurité des données. C'est évidemment très important. Enfin, et c'est intéressant, pour 70%, on estime que son métier va évoluer vers le développement de compétences. On va le voir au niveau des recommandations, comment on va interpréter, c'est une façon d'interpréter évidemment, le débat sera lancé par la suite. 70% estiment que son rôle est dans le développement des compétences. Et pour 70%, on estime que c'est le moteur de l'innovation. C'est lui, c'est le représentant, c'est le porte-drapeau de l'innovation dans l'entreprise. Alors, on va s'intéresser à peu près à toutes les parties prenantes. Sans surprise, je pense, ça a été dit d'ailleurs l'année dernière. J'étais là, j'en suis témoin. Les autorités ont un grand rôle à jouer. D'ailleurs, on a vu avec les 2 premières interventions, les autorités sont très importantes. Avec nos amis du Niger et la Tunisie, l'autorité, la politique est très importante. Le premier rôle, on estime qu'il est capital d'investir et surtout d'encourager aux infrastructures digitales. Sans infrastructure, il n'est pas possible d'envisager une transformation digitale.
Deuxièmement, il est important également que l'État, les autorités, soient sensibles, rappellent et encouragent à l'adoption des normes et de sensibiliser à la sécurité. Troisièmement, eh bien la formation. En effet, d'ailleurs, un classement dernièrement a classé Singapour comme étant le pays au plus fort potentiel en matière d'IA. L'un des critères qui a favorisé ce classement fut évidemment les formations, l'académie, l'enseignement, la recherche. En effet, il faut à tout prix établir des partenariats avec les institutions d'enseignement supérieur, encourager la recherche et évidemment toujours en matière d'IA, de big data et de toute cette technologie. Les entreprises et le secteur privé. Eh bien, la première chose qui nous semble très importante, c'est d'investir dans les infrastructures cloud. Sécurisé, mais très important de comprendre le potentiel du cloud. Deuxièmement, évidemment, moi je connais le continent, je travaille dans 18 pays et je sais que le commerce en ligne, c'est un commerce à l'africaine. Néanmoins, c'est important. Il est très important que les entreprises réalisent le potentiel de la technologie pour faciliter les transactions, pour améliorer la relation client. On pourra faire un e-commerce à l'africaine avec un paiement à la livraison. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de banque ou les gens ne veulent pas payer. Ce n'est pas un souci. Mais avoir par exemple un site sécurisé qui permettent de passer des commandes et pour que par la suite les gens les achètent, c'est très important. Il est capital de comprendre que le potentiel du digital s'adapte en fonction de l'écosystème. Et me dire par exemple, oui mais en Afrique, tu sais, les gens, il n'y a pas de route, les gens ils habitent au village, je comprends. Mais on va prendre la technologie, on va voir comment pouvoir l'adapter pour créer de la croissance, une croissance pour le continent et en faveur du continent. Alors, l'infrastructure, évidemment, pour la collecte et l'analyse des données, c'est capital, la data. Aujourd'hui, qui a la data a le pouvoir. Ça veut dire qu'on résume souvent le marketing digital à un site web ou des réseaux sociaux, mais c'est surtout la data. Que faites-vous de votre data? Est-elle propre? Est-elle bien collectée? Et par la suite, comment vous l'utilisez? Et enfin, eh bien évidemment, être orienté client, c'est capital. Il est capital que l'entreprise africaine réalise que la digitalisation doit être au service du client. Parce que si le client il est content, eh bien l'entreprise elle est contente. Donc tout ce qu'on fait, c'est au service du client. Si on améliore la relation avec le client, eh bien le client, il va être fidèle, le client devient un ambassadeur. Les établissements d'enseignement supérieur et la recherche. Voilà un axe qui est capital. L'université est cette locomotive. Imaginez, vous êtes une entreprise, vous vous développez, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de talent. En effet, c'est ensemble qu'on doit réellement avancer. L'enseignement supérieur, la recherche doit être au service de l'entreprise et vice-versa. Également, l'entreprise doit soutenir les établissements, doit investir, doit faire des partenariats pour permettre à l'université de former les talents de demain. C'est important, on parlait tout à l'heure de souveraineté. La souveraineté, elle est également au niveau des talents africains pour le continent africain. Le leadership d'entreprise, c'est très important. En effet, il est capital d'avoir des stratégies IT aligné avec la stratégie d'entreprise. Donc, est-ce qu'on parle le même langage dans l'entreprise? Ou bien, nous, IT, eh bien, on parle de transformation quand la stratégie d'entreprise ne voit même pas l'intérêt. Il est capital d'aligner. Cela va demander beaucoup de sensibilisation.
Certes, c'est un travail de longue haleine, mais nécessaire, ô combien nécessaire pour avancer. Développer des formations, bien sûr, c'est important. Nous parlons de culture digitale. Comment pouvez-vous persuader votre direction générale, vos directeurs, les gens qui vont contribuer à la transformation digitale, si eux-mêmes ne voient pas le potentiel de la technologie? Donc il est capital de mettre en place des plans de formation, non pas pour devenir des spécialistes de l'IA, mais réellement pour comprendre le potentiel, où va le monde et pourquoi il faut le vivre comme une opportunité. Les compétences digitales, et là j'ai mis entre parenthèses RH, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la direction des ressources humaines est capitale pour réussir cette adoption de la transformation digitale. Les métiers sont bouleversés, chamboulés. L'OCDE a estimé en 2021 que la durée de vie d'une compétence technique en moyenne était d'1 an et demi. Dans l'entreprise, on parle d'obsolescence des compétences, d'obsolescence des métiers. Ça fait peur. Je suis la première à m'inquiéter. Aurez-vous encore besoin de moi pour faire ce genre de présentation? Un humanoïde ferait très très bien les choses. Et oui, mais est-ce qu'on peut arrêter le progrès? Et donc il faut le vivre comme une véritable opportunité. Est-ce que les plans de formation sont là? A-t-on mis en place les référentiels métiers? Bien sûr, vous êtes à leur côté pour les soutenir, mais ce sont eux qui ont la lourde responsabilité d'accompagner le capital humain. La cybersécurité, évidemment, c'est le point le plus important. Attention, le digital est en effet une véritable menace si nous ne faisons pas attention à la sécurité. Ça pourrait être très grave. Aujourd'hui, nous parlons de colonisation numérique. Donc, il faut faire très attention. En effet, c'est bien de se digitaliser. C'est encore mieux si on prend toutes les mesures nécessaires pour que cette transformation digitale du continent soit une chance pour nous de réécrire l'histoire. Donc, développement de stratégies robustes, formation de tous les employés. J'insiste, tous les employés, parce que la faille, ce n'est pas le directeur des systèmes d'information ni l'informaticien, mais c'est bien monsieur et madame, tout le monde dans l'entreprise qui utilise son PC qui risque réellement de rendre votre écosystème vulnérable. L'adoption et l'innovation technologique, une culture de l'innovation permanente. Faites de votre culture un véritable moteur. En effet, investissez dans la formation, dans l'apprentissage, dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui créent leurs académies pour des formations au fil de l'eau, où il faut réellement que les gens comprennent que le jour où on arrête d'apprendre, eh bien, on est déjà fini. Investir également dans les start-up, c'est important, et toujours soutenir l'innovation. Je vais vous laisser. Alors, Wassim. Oui, alors. Je suis là. Ah, je vous remercie. Je vous laisse entre de bonnes mains pour poser vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, cher Nour Bouakrine. Justement, pour les questions, je vais avoir besoin d'un ami. Donc, c'est Mick Shaw. Je l'appelle à me rejoindre sur scène. Si c'est Marhaba, on peut l'applaudir. L'architecte de ce baromètre, Sissemi. Donc, on vous propose également ce QR code. Vous pouvez scanner et pour télécharger ce baromètre. Voilà. On vous laisse quelques instants pour scanner. On peut même le laisser un petit peu plus. Vos questions pour Sissemi? Des questions? Bon, je sais que la première, c'est toujours la plus difficile. Mais tiens, je vais déclencher. Je vais la poser moi-même. Alors, excellente présentation, encore une fois. Merci Nour Bouakrine. Alors, peut-être une question, si c'est mis sur les tendances du métier de DSI en soi. En fait, le métier de DSI
sera bientôt une collection de métiers. C'est-à-dire que le fait que la transformation digitale est une fatalité fait que, obligatoirement, il devra s'intéresser à minima dans plusieurs métiers qui ne sont pas forcément les siens et éventuellement pour aider à leur transformation. Donc, en fait, le baromètre nous aide justement à guider certaines politiques publiques pour justement améliorer cet écosystème de transformation digitale. Mais une fois que cet écosystème sera opérationnel, on rentrera dans un cercle vertueux qui permettra justement de proposer des datas qui pourront à leur tour améliorer nos décisions et nos politiques publiques. Donc en fait, le métier de DSI est crucial. C'est vraiment lui qui va déterminer la célérité à laquelle on pourra justement transformer et améliorer. D'accord, très bien. C'était la première. J'en ai d'autres, hein. Mais je préfère que vous posiez les questions. Allez-y, ben voilà. Bonjour. Merci Madame Nour pour cette excellente présentation. C'est Samy aussi, bien sûr. Si je vois les chiffres là, si je matche un peu ce qui a été dit par rapport à la cybersécurité et par rapport à la transformation digitale, ici on évoque la souveraineté des données et la peur des DSI par rapport aux attaques cybernétiques. Est-ce qu'on pourrait conclure que cette peur elle a influencé la transformation digitale, parce qu'on voit des chiffres un peu modérés de l'avancée et de la transformation digitale en Afrique. Est-ce que ceci pourrait expliquer cela? Je vais donner mon avis et après c'est mis. Moi je pense que malheureusement la nature humaine, travaillant beaucoup dans le marketing et étant très liée à l'humain, ce que je remarque dans l'entreprise, c'est qu'il est plus simple d'interdire. Ça veut dire que dès qu'on commence à... on dit attention, souveraineté de la data, attention, sécurité, il est plus simple de dire hop, 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 on ne fait pas. C'est pas la peine. Alors on l'a fait pendant de longues années, hein, et on s'est rendu compte qu'en fait, pendant que nous, hop, 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 on ne fait pas, les autres, ils faisaient. Donc, j'aimerais dire que les choses sont là. Essayons de, au contraire, prendre les choses au sérieux, de le faire, d'investir dans ça, parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on s'est arrêté que le monde s'est arrêté, loin de là. Donc, moi, je pense que c'est davantage, ces chiffres restent relativement timides parce qu'on a cette peur et de se dire, finalement, vaut mieux pas le faire. Sauf qu'on sait très très bien, on a raté notre révolution industrielle, il ne faudrait pas qu'on rate cette révolution digitale. Et donc, c'est maintenant ou jamais. En fait, Nour a tout dit. Et en fait, je pense quelque part que il y a une réelle conviction de l'apport que pourrait apporter la transformation digitale, mais il y a forcément des obstacles et des défis qu'il va falloir surmonter tous ensemble. En fait, la data est vraiment un écosystème. Ce n'est pas le métier de DSI uniquement ou le métier de statisticien uniquement ou le métier de décideur qui fera unilatéralement la différence, mais c'est vraiment notre capacité à travailler tous ensemble et d'une manière cohérente. Merci. Merci. Il y avait une autre question ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste pour gérer le temps. Oui, on peut applaudir. C'est juste pour gérer le temps. Donc, il y a 1, 2, 3. Voilà. D'accord, on va prendre les 3. On a un contrat de temps. Allez-y, monsieur. Mais si vous permettez, on va prendre les 3 questions et ensuite vous allez pouvoir répondre. Hein. Je vais leur réexpliquer. Ils ne m'entendent pas. D'accord. Merci pour la parole et merci à la présentatrice pour le baromètre concernant la maturité de la transformation digitale. Nous avons bien apprécié le travail qui a été abattu. Juste, monsieur Alassane, si vous pouvez vous lever. Par rapport à la caméra, ça leur facilite la vie. Ils essaient de vous filmer. D'accord.
Merci. Donc, je disais que nous avons apprécié à juste titre le travail qui a été abattu derrière cette étude de maturité de la transformation digitale. Moi, je venais d'un forum au niveau de Kigali qui a été organisé par CDC Afrique à travers l'Union africaine. Donc, c'est vraiment, le thème est d'actualité parce que cette question de transformation digitale, il a été question de la gouvernance. La gouvernance où il y a eu une recommandation où on a demandé à ce que l'Union africaine fasse vraiment un fort plaidoyer au niveau des États pour que cette question de gouvernance soit de mise pour aller vers la transformation digitale. On a parlé de qualité de données, de souveraineté des données. À ce niveau, la question que je voudrais poser, en ce qui concerne cette étude, est-ce que l'étude qui a été montrée ici, quelle va être la suite? Parce que ça a été vraiment formidable, ces chiffres, ça reflète la réalité parce que tout un chacun a eu à informer, à donner des informations en ce qui concerne son institution. Donc nous voulons voir quelle va être la suite de cette étude et surtout envers nos autorités, je voulais dire. Merci. Très bien. Allez-y, madame, c'est juste ici. Allez-y. On prend les 3 questions et ensuite monsieur. Et... Bonjour, donc je suis Sœur Slema, directrice du département informatique de la Faculté des sciences de Tunis. Donc moi je voudrais m'interroger sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la collaboration entre le milieu académique et de recherche et le milieu professionnel. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des chiffres, si cette collaboration commence vraiment à... C'est vrai qu'il y a des collaborations dans le sens où on a des entreprises qui visitent généralement les écoles d'ingénieurs pour voir les étudiants dans des journées qu'on appelle journées d'entreprise. Il y a parfois quelques experts des entreprises qui viennent faire des cours chez nous, mais je pense que cette collaboration est très importante en connaissance de cause, comme étant académique, enseignante, mais aussi en connaissant beaucoup d'entreprises. Donc la collaboration peut être win-win, donc c'est gagnant dans les deux sens parce que nous on a vraiment besoin de suivre un peu le besoin des entreprises. On fait des réformes, on change nos programmes et on a besoin vraiment que la relation soit étroite. On a besoin aussi de leur expertise pour enseigner, etc., pour aider. Mais eux aussi, je pense qu'ils peuvent profiter, à part les étudiants, ingénieurs ou licenciés, informaticiens qui sortent des écoles, mais les enseignants aussi, chercheurs, peuvent vraiment aider avec leur expertise. Donc, moi, je ne sais pas si dans l'étude que vous avez faite, il y a eu des chiffres. Est-ce que cette collaboration commence à prendre son chemin, etc. Donc voilà, je voudrais m'interroger par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Dernière question, allez-y, monsieur. Non, ne vous dérangez pas, madame. Allez-y, monsieur, il est là. Tac, tac. Merci. Merci toute l'équipe. Bon, Ahmed Hanana, tout d'abord, permettez-moi de remercier et féliciter toute l'équipe d'organisation, féliciter le comité du Club DSI en tant que cofondateur du Club DSI. Ça fait une dizaine d'années. Donc, félicitations pour ce joyeux anniversaire et bonne continuité pour le club. Ma question, et je félicite aussi nos confrères DSI de tout le continent, parce que c'est grâce à eux que cette enquête ou ce benchmark qui nous permet d'avoir ces données riches qu'il faut vraiment les étudier. Ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, dans les chiffres, on voit que le CEO, le DSI,
tend à donner une nouvelle position de son métier. Il veut se positionner comme un stratège. Mais réellement, dans l'organisation, les CEO, les responsables, les directeurs de département, toujours ils voient que la DSI, c'est un support. C'est un support au métier et ils sont toujours une partie qui donne du coup. Donc il faut réfléchir à la suite de cette enquête, c'est mettre en place une recette ou je ne sais pas comment faire la transition de la fonction IT, comment faire la transition du DSI pour devenir réellement un stratège et un partenaire pour le business de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. La parole est à vous. Je peux commencer par la dernière question. Allez-y, allez-y. Ok. Donc en fait, le tout est... Le DSI est déjà incontournable. Mais notre mission, en fait, c'est de rendre ce métier beaucoup plus compréhensible par rapport aux parties prenantes. Donc en fait, les décideurs, on est là également pour sensibiliser les décideurs à faire confiance, à lâcher un peu du lest pour que les DSI puissent prendre les initiatives qui leur semblent les meilleures pour éventuellement le bien de l'entreprise ou de l'organisation. D'accord. Alors moi, j'ai peut-être une autre façon de voir les choses. Après, je ne suis pas DSI. J'accompagne dans la transformation digitale très orientée client, que ce soit le client interne, le collaborateur ou le client externe. J'estime que la transformation digitale, et on l'a bien compris, je pense, mais aujourd'hui, en réalité, on ne le voit pas, ce n'est pas l'affaire uniquement de la DSI. Le DSI est capital, est très important, évidemment. Mais quand on parle de transformation digitale, on parle de réorganisation, de métiers bouleversés, de culture d'entreprise et de tous les métiers qui sont impactés. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peut-être que le DSI n'a pas forcément le choix. Donc, il se retrouve dans cette position. Selon moi, l'idée, c'est d'aller vers une transition où réellement le DSI est évidemment stratège, mais il n'est pas le seul dans l'entreprise. Je pense que réellement, ce qui nous attend dans les années futures, et on a tout intérêt, selon moi, c'est qu'on prenne conscience, tout le monde prenne conscience de l'importance et qu'on se partage réellement les responsabilités et qu'on apprenne à travailler ensemble. Pour apprendre à travailler ensemble, évidemment, il faudrait s'apprécier également. Et donc, il y a un véritable travail à faire sur la culture d'entreprise. Donc, par rapport au chiffre qui a été annoncé et à l'avenir du DSI, ça, c'est l'étude qui l'a montré. Personnellement, je pense que cela risque d'être un piège pour le directeur des systèmes d'information. Et vous savez, c'est comme la personne qui veut faire personne. Bon, allez, je prends. Et à un moment, on aura, excusez-moi du terme, mais je ne vous le souhaite pas, le burn-out du DSI, le DSI qui n'en pourra plus à force de supporter. Et à un moment, on lui dira, mais qui vous a demandé de tout supporter ? Je pense qu'à un moment, il faut un peu peut-être taper du poing, je ne sais pas s'il faut être trop violent ou pas, mais il faut dire les choses, il faut responsabiliser et il faut travailler tous ensemble dans l'intérêt de tous. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on le sait, c'est soit on le fait, soit on disparaît. Donc on a tout intérêt à s'entendre. Par rapport à la deuxième question, oui. En fait, je pense personnellement que ce qui manque, c'est un cadre. C'est-à-dire qu'on voit de part et d'autre un intérêt certain pour lier tout ce qui est établissement de recherche avec éventuellement avec l'entreprise. Mais je pense qu'on pourrait éventuellement penser au doctorat professionnel comme cadre qui pourrait permettre justement à l'enseignant de porter les deux casquettes et pour le bien justement de l'entreprise. Très bien. Monsieur Alassane, il y avait une question. Pour la deuxième question, rapidement, puisque moi, par exemple, je vais parler de moi, puisque j'enseigne également au Maroc, à l'université Mohamed VI Polytechnique. Et réellement, c'est un très bel exemple, parce que c'est vraiment le fruit d'un partenariat public et privé.
quand le privé investit pour l'intérêt de tous. Et c'est très intéressant de voir que le rôle des entreprises ne devrait pas se limiter à faire une journée et à venir chasser, mais vraiment à aider. Donc, il doit soutenir l'université, la recherche, même si ce n'est pas dans son intérêt, l'intérêt d'entreprise, c'est dans l'intérêt de tous. Il faut qu'on arrive à construire ce genre de partenariat. Et la dernière question. La suite par rapport au baromètre, d'abord l'amélioration continue, parce qu'on a parlé de culture d'entreprise et je suis heureux d'évoluer parmi des personnes qui en sont parfaitement convaincues, c'est-à-dire aucun travail n'est parfait, tout travail est perfectible. On pense éventuellement à rendre le questionnaire beaucoup plus efficace, à rendre les réponses beaucoup plus data drive. C'est-à-dire, ça va nous aider justement à guider les politiques publiques. Et éventuellement, pourquoi on fait tout ça? Pour sensibiliser les différentes parties prenantes, pour permettre justement cette transformation digitale. Merci. Merci beaucoup. Merci Sissé Mikchao. Merci Madame Nobouardine. Merci à vous deux.